Kenny Ogden pressa sa paume contre la vitre de son appartement strié de pluie, observant les lumières de la ville se brouiller sous l'averse d'octobre. La tasse de café à moitié vide sur son bureau avait refroidi depuis des heures, mais il s'en moquait. Le travail pouvait attendre. Les jeudis soirs appartenaient à May. Son téléphone sonna exactement à 19h30. Kenny sourit en voyant le visage de sa fille remplir l'écran. Son sourire édenté, contagieux, même à travers la connexion numérique. « Papa, regarde ce que mamie m'a fait faire !» Mais, âgé de 8 ans, brandit une sculpture en argile informe qui pouvait être un cheval ou peut-être un chien très confus. « C'est incroyable. Ma chérie, c'est pour ton projet d'école. »« Ouais. Madame Peterson a dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait sur les animaux. Mamie me laisse utiliser son four ce week-end. » Le sourire de Kenny se crispa légèrement. Ce week-end, l'arrangement de garde mensuel qui envoyait May chez ses grands-parents maternels à Millbrook, à 3 heures au nord, il s'y était opposé pendant la procédure de divorce 2 ans plus tôt, mais l'avocat de Christie l'avait dépeint comme un mari obsessionnel et contrôlant. Le juge avait opté pour la stabilité familiale, ce qui signifiait apparemment que May passait tous les 3e week-ends avec Daryl et Méline Hudson. « Où est mamie maintenant ?» demanda Kenny, gardant un ton léger. « Elle prépare le dîner. » Grand-papa et les yeux de May se détournèrent de l'écran, son sourire vacillant. Il est dans son bureau. Kenny sentit le nœud familier se former dans son estomac. Daryl Hudson l'avait toujours mis mal à l'aise, même quand Kenny et Christy sortaient ensemble à l'université. L'homme était un ancien directeur de lycée, respecté dans sa petite ville, toujours vêtu d'un cardigan et de lunettes à monture fine, qui lui donnaient un air grand paternel et inoffensif. Mais Kenny avait entrevu autre chose dans ses yeux bleus larmoyants, une froideur qui surgissait quand il pensait que personne ne regardait. « Tu t'amuses sinon ?»« Mapuche ?»« Ouais. »« Demain, mamie m'emmène au... » Mais s'interrompit au milieu de sa phrase. Kenny entendit une porte s'ouvrir en arrière-plan. L'expression de sa fille changea, son visage devenant soigneusement neutre. « Salut, grand-papa. Bonjour. » Petite May, la voix de Daryl Hudson parvint à travers le haut-parleur. Cette fausse chaleur particulière que Kenny avait entendue 1000 fois. « Tu parles encore à ton père ? Juste pour dire bonne nuit ?» répondit May rapidement. Trop rapidement. « Ta grand-mère a besoin d'aide en cuisine ? Vas-y maintenant. » Ce n'était pas une suggestion. « D'accord. Au revoir. Papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Je te verrai ?» Le téléphone bougea. Kenny aperçut le plafond de la chambre de May. Il entendit ses pas s'éloigner, mais l'appel ne se termina pas. Le téléphone avait dû tomber sur son lit. Continuant à transmettre l'audio, Kenny faillit raccrocher, puis il entendit à nouveau la voix de May, distante maintenant. « Grand-papa, j'étais encore en train de parler à... J'ai dit que ta grand-mère avait besoin de toi. » La voix de Daryl avait changé, dépouillée de sa fausse douceur. « Ne m'oblige pas à te le répéter ?» La main de Kenny se serra sur son téléphone. Il devrait raccrocher. C'était un accident. Une invasion de la vie privée, mais quelque chose le fit continuer à écouter. Silence pendant plusieurs longues secondes. Puis May à nouveau, encore plus distante. « J'y vais. Pas par là. Viens ici d'abord. » La voix de Daryl était à peine audible. « Maintenant, je veux te montrer quelque chose dans mon bureau. Mais mamie a dit, ta grand-mère n'a pas besoin de tout savoir. N'est-ce pas ? Nous en avons parlé, mais... » Nos petits secrets. Le sang de Kenny se glaça. La voix de sa fille était petite et effrayée. « Je ne veux pas. S'il te plaît, grand-papa. Papa attend. Ton papa n'est pas ici. Et si tu lui parles de notre temps spécial ? Mais, eh bien, tu sais ce qui se passe. Tu ne veux pas que tes parents se disputent à nouveau ? N'est-ce pas ? Tu ne veux pas être la raison de leur souffrance ? » Kenny était déjà debout, son cœur cognant contre ses côtes. Il attrapa ses clés de voiture d'une main libre, continuant à écouter. « S'il te plaît. » La voix de May se brisa. « Je n'aime pas quand. Chute maintenant, juste pour un petit moment. Sois une bonne fille. » Kenny courut vers la porte. Le téléphone pressé contre son oreille. L'escalier résonna de ses pas précipités. Il surgit dans le parking souterrain, tripotant son porte-clés. À travers le téléphone, il entendit une porte se fermer, puis la voix de May, plus claire maintenant, paniquée. « Non, grand-papa, s'il te plaît. J'ai dit que je ne veux pas. Tu es dramatique, mais tout comme ta mère. Maintenant, reste immobile. »« Non !» hurla May. « Arrête ! Papa, aide-moi !» Puis le bruit d'un impact, du plastique heurtant du bois dur. Le téléphone était tombé. Kenny entendit des bruits de lutte, les sanglots de May. Et puis, sale et petite, la voix de Daryl Hudson. Toute pretense envolée, remplacée par la rage,
Après tout ce que j'ai fait pour toi, après avoir été si patient, éloigne-toi de moi. May hurla. Les pneus de Kenny crissèrent alors qu'il sortait du garage en trombe. Il bascula l'appel sur les haut-parleurs de sa voiture, une main sur le volant, l'autre attrapant son deuxième téléphone pour composer le 911. « Mamie, Mamian, aide-moi !» Les cris de May devinrent désespérés, puis la voix de Méline Hudson, aiguë et soudaine. « Daryl, qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle s'arrêta, une pause qui dura trop longtemps. « Oh mon Dieu, Daryl, qu'as-tu ?»« Tais-toi, Méline, ça ne te concerne pas ?» Ton visage. « May, ma chérie, viens ici. »« Reculez !» aboya Daryl. « Tous autant que vous êtes. »« On crash !» Quelque chose de lourd tombant au sol. Méline hurla, May sanglota, puis un bruit que Kenny entendrait dans ses cauchemars pour le reste de sa vie. Un craquement assourdissant qui ne pouvait être qu'un coup de feu. Le hurlement de Méline s'interrompit abruptement. « Mamie, Mamie, regarde ce que tu m'as obligé à faire, » dit Daryl, sa voix creuse. « Regarde ce que tu m'as obligé à faire. Mais c'est ta faute? La faute de ton père? Si tu avais juste été sage. Monstre! Tu es un monstre ?» sanglota May. Un autre coup de feu. Puis le silence. Un silence terrible. Complète. « Mais ?» La voix de Kenny se brisa. « Mais, Mapuche, réponds-moi. » Rien. La ligne resta ouverte. Mais il n'entendit que sa propre respiration haletante dans les haut-parleurs de la voiture. « Mais, s'il te plaît, Mapuche, réponds-moi. » Mais, le silence s'étira. Kenny appela le nom de May encore et encore, sa voix rauque, tandis que son autre main tâtonnait avec son deuxième téléphone. L'opérateur du 911 répondit « Nadirwan, quelle est votre urgence ?»« Ma fille. » Kenny pouvait à peine parler. « Ma fille est en danger. Il y a eu des tirs, des coups de feu. 2047 Oakwood Lane, Millbrook. Envoyez tout le monde maintenant. » Il leur donna les détails en fragments brisés, tandis que son pied enfonçait l'accélérateur. Le compteur de vitesse dépassa 140 km/h alors qu'il filait sur l'autoroute vide. La pluie martelant son pare-brise, l'opérateur du 911 continuait à poser des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Sa fille était-elle blessée? Il ne savait pas. Qui avait tiré? Daryl Hudson. Le tireur était-il encore armé? Probablement. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? Plus maintenant. Kenny mit fin à l'appel et essaya à nouveau le téléphone de May. Il sonna encore et encore. Pas de réponse. Il essaya 46 fois de plus au cours des 2h30 suivantes. Son esprit imaginait des scénarios de plus en plus horribles. Le visage de sa fille, son sourire édenté, sa petite main dans la sienne quand il marchait au parc, sa voix demandant s'il viendrait à sa pièce de théâtre scolaire, sa confiance qu'il la protégerait toujours. Il avait échoué. Il l'avait entendu hurler à l'aide et il était à 3 heures de là. La pluie s'intensifia alors qu'il entrait dans le comté de Millbrook. Un éclair fendit le ciel, illuminant la route de campagne sinueuse menant à la maison des Hudson. Pas d'autres voitures, pas de sirène. Où étaient les policiers? Il les avait appelés il y a 2 heures. Kenny s'arrêta en dérapage devant le 2247 Oakwood Lane à 22h47. La maison était en retrait de la route. Une coloniale à 2 étages qui semblait trompeusement paisible dans la tempête à est. Des lumières brillaient à toutes les fenêtres. La porte d'entrée était grande ouverte. Pas de voiture de police, pas d'ambulance, rien. Kenny coupa son moteur et courut sous la pluie, ses chaussures éclaboussant les flaques. Il était à mi-chemin du porche quand il la vit, mais était assise sur la marche du haut, seule sous l'averse. Son pyjama rose était trempé, collé à son petit corps. Ses cheveux pendaient en mèches mouillées autour de son visage. Elle fixait droit devant elle, immobile de manière anormale, les bras autour des genoux. Mais Kenny sprinta les marches. « Mapuche, est-ce que tu… » Il s'arrêta, du sang lavé par la pluie, mais encore visible, coulait des marches du porche depuis la porte ouverte. Des ruisselets rosés, dilués, courant dans les rainures entre les planches de bois, mais tourna lentement la tête pour le regarder. Ses yeux étaient faux, trop grands, trop vides, les yeux de quelqu'un qui avait vu la fin du monde. « Papa !» murmura-t-elle. « S'il te plaît, ne regarde pas à l'intérieur. » Kenny tomba à genoux devant d'elle, ses mains planant, craignant de la toucher, craignant qu'elle se brise. « Es-tu blessé? Est-ce qu'il t'a fait du mal ?» Elle ne répondit pas. Elle le fixait juste avec ses yeux creux. « Mais… » « Ma chérie, j'ai besoin de savoir si tu es blessée. »« Je ne suis pas blessée. » Sa voix était plate, mécanique, pas comme tu le penses. Les mains de Kenny tremblaient. Il se força à respirer, à se concentrer. « D'accord? D'accord? Mapuche,
Je vais vérifier à l'intérieur et ensuite on part. On va directement à l'hôpital. Ne regarde pas. Papa, s'il te plaît, ne regarde pas. Mais il le devait. Il devait savoir. Kenny se leva et franchit la porte ouverte de la maison des Hudson. L'odeur le frappa en premier. Cuivre et poudre à canon et quelque chose d'autre. De pire, le vestibule était impeccable. Rien de déplacé, des photos de famille tapissaient les murs, des visages souriants figés dans des temps plus heureux, la remise de diplôme de Christy au lycée, la fête du 3e anniversaire de mai, le 40e anniversaire de Daryl et Meline. Kenny suivit la traînée de sang dans le couloir. Elle menait au bureau de Daryl Hudson. La porte était entrebâillée. Kenny la poussa. Meline Hudson gisait sur le dos près du bureau, les yeux ouverts et fixes, un trou au centre de sa poitrine. Du sang s'était accumulé sous elle. Imbibant le tapis perçant, sa main était tendue vers la porte comme si elle avait essayé d'atteindre le couloir, d'atteindre May. Daryl Hudson était assis dans son fauteuil de bureau en cuir, affalé en avant sur son antique bureau. Le côté droit de sa tête manquait. Un revolver gisait au sol près de sa main pendante. Du sang et de la matière cérébrale éclaboussaient le mur derrière lui, couvrant ses diplômes encadrés d'enseignement et des photos de famille. Sur le bureau devant lui, à peine visible sous son bras gauche, se trouvait un cahier de composition. Kenny s'approcha, l'estomac retourné. Le cahier était ouvert, rempli de l'écriture précise de Daryl. La dernière entrée datait d'aujourd'hui. Elle a menacé de tout dire. Après toutes ces années, elle a menacé de tout détruire. Je lui ai donné des opportunités, j'ai été patient, mais les enfants d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas la gratitude. Ils ne comprennent pas le sacrifice. C'est la faute de May, la faute de Christy pour l'avoir mal élevée, pour l'avoir laissée avec moi. L'ironie, Christy était la parfaite. L'obéissante, elle a appris, mais celle-ci, cette May, elle se bat, elle pleure. Elle fait tant de bruit. Meline a enfin vu ce soir, a enfin entré au mauvais moment, a vu ce que je devais faire pour apprendre à May le respect approprié, le regard sur le visage de Meline. Treheson. Dégoût, comme si j'étais le monstre, comme si je n'avais pas construit cette famille, cette vie, cette image parfaite. Elle allait appeler la police, elle m'a obligé à le faire, elles m'ont toutes obligé à le faire. La vision de Kenny se brouilla, ses mains se serrèrent en poing, si fort que ses ongles entaillèrent de ses paumes. Le cahier continuait, mais il ne pouvait plus lire, ne pouvait plus assimiler les mots qui rendaient c'est clair que ce n'était pas la première fois que Christy, son ex-femme, la mère de May, avait aussi été une victime. Le monstre avait tout documenté, ses justifications, sa logique tordue, son absence totale de remords, et puis il avait pris la voie du lâche. Kenny recula en trébuchant hors du bureau, sa respiration venant en halètement court. Il atteignit le couloir avant de vomir, son corps rejetant ce que son esprit avait vu. Quand il put se lever à nouveau, il s'essuya la bouche et revint au porche, mais n'avait pas bougé, assise dans la même position, la pluie ruisselant sur son visage. Kenny la prit dans ses bras, elle ne résista pas, se laissant soulever comme une poupée de chiffon, il la porta en bas des marches vers sa voiture, prudent pour ne pas glisser sur les marches mouillées. « Où sont les policiers ?» demanda-t-il plus à lui-même qu'à elle. « Ils sont venus, » dit May doucement contre son épaule. « 2 agents. Ils m'ont parlé, m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai dit. » Kenny s'arrêta de marcher. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?»« La vérité, que grand-papa me faisait des choses mauvaises, que mamie l'a vu, qu'il lui a tiré dessus, qui s'est tiré dessus. » Sa voix resta plate, sans émotion. Ils sont entrés, puis ils sont ressortis et ont passé des appels. Ils ont dit que plus de gens arrivaient. Ils ont dit que je devais attendre mon père. Ils t'ont juste laissé assise sous la pluie. Je leur ai dit de partir. Je voulais attendre seul. Mais leva enfin les yeux vers lui et, pour la première fois, il vit une lueur d'émotion dans ses yeux. Je ne voulais plus être dans cette maison. Papa, plus jamais. Kenny la serra plus fort, sa gorge se nouant. Tu n'auras plus jamais à l'être, je te le promets. Mapuche, jamais plus. Il l'installa sur le siège passager de sa voiture, l'attacha, puis prit la couverture d'urgence dans son coffre et l'enroula autour d'elle. Elle ne parla pas, fixant juste le pare-brise vers la maison avec ses fenêtres illuminées et sa porte ouverte. Alors que Kenny s'éloignait, il aperçut des lumières clignotantes dans son rétroviseur, plus de policiers arrivant enfin, une ambulance, un camion de pompiers. Trop tard, des heures trop tard, mais May était vivante. C'était tout ce qui comptait pour l'instant, alors qu'il roulait, dans la tempête vers la ville, vers une semblance de sécurité. L'esprit de Kenny travaillait déjà, planifiait déjà,
Car alors que le choc commençait à reculer, une pensée se cristallisa avec une clarté diamantine. Daryl Hudson s'en était tiré à bon compte. Une balle, mort instantanée, pas de souffrance, pas de justice. Et si le cahier révélait ce que Kenny soupçonnait, que cela durait depuis des mois, peut-être des années, que son ex-femme Christy avait peut-être su, avait peut-être été une victime elle-même et était restée silencieuse, alors il y avait plus de gens responsables, plus de gens qui avaient laissé cela arriver, la loi s'occuperait des suites immédiates, de l'enquête, des rapports, mais Kenny Ogden s'occuperait du reste. Il jeta un œil à May, blottie dans sa couverture, tremblante malgré la chaleur de la voiture, sa fille, sa responsabilité de la protéger. Il avait échoué une fois, il n'échouerait plus. La pluie continua à tomber alors qu'ils roulaient dans la nuit, laissant Millbrook et ses horreurs derrière eux. Mais Kenny savait qu'il ne pouvait pas vraiment les laisser derrière. Pas encore, pas tant que tous ceux qui avaient permis l'obscurité de Daryl Hudson n'auraient pas payé intégralement. 3 jours plus tard, Kenny était assis dans la salle d'attente stérile du cabinet du docteur Helen Yates pendant que May assistait à sa 3e session de thérapie d'urgence. La psychologue pour enfants avait été recommandée par l'hôpital, une spécialiste du trauma et des abus, mais avait à peine parlé depuis cette nuit. Se déplaçant dans leur appartement comme un fantôme, le téléphone de Kenny vibra à nouveau. Elle appelait sans arrêt depuis que la nouvelle s'était répandue. Il l'avait envoyée sur messagerie vocale, pas prêt à entendre quelle justification ou excuse elle pourrait offrir. Mais il avait besoin de réponses. Éventuellement, il devrait la confronter, mais pas encore. Au lieu de cela, il ouvrit l'email du détective Marvin Richardson, l'enquêteur principal sur l'affaire. Richardson avait été professionnel, mais pas particulièrement chaleureux, traitant l'ensemble comme un meurtre-suicide évident, tragique. L'avait-il appelé ? Mais au moins le coupable avait épargné de l'argent aux contribuables. L'email contenait le rapport préliminaire de la police scientifique. Kenny se força à le lire, chaque mot un couteau dans ses entrailles. Melline Hudson. Cause de la mort, blessure par balle à la poitrine. Heure de la mort estimée à 19h52. Daryl Hudson. Cause de la mort, blessure par balle auto-infligée à la tête. Heure de la mort estimée à 19h54. Le cahier trouvé sur les lieux avait été saisi comme preuve. Richardson notait qu'il contenait un contenu perturbant suggérant un abus à long terme sur un mineur, mais n'élaborait pas. Le bureau du procureur l'examinait pour déterminer si d'autres parties devaient être enquêtées. La mâchoire de Kenny se serra. Contenu perturbant ? C'est ainsi qu'ils appelaient le journal de confession d'un pédophile. Le rapport continuait avec des détails scientifiques sur la scène de crime, trajectoire des balles, motif d'éclaboussure de sang, description clinique de l'horreur, puis, enterré dans le dernier paragraphe, une note qui glaça le sang de Kenny. L'examen physique de la victime mineure confirmait des signes compatibles avec un abus sexuel historique sur une période étendue. Les services de protection de l'enfance avaient été notifiés. La mère de la mineure, Christy Hudson, avait demandé la garde, étant donné le manque de preuves de son implication directe et son statut de parent biologique. Cette demande serait probablement accordée en attendant un examen standard des services de protection de l'enfance. Kenny lut le paragraphe 3 fois, sa fureur montant à chaque lecture. Christy voulait la garde, la même Christy dont le père avait abusé de leur fille pendant Dieu sait combien de temps, la même Christy qui avait insisté sur ses week-ends mensuels à Millbrook, qui avait balayé les préoccupations de Kenny comme de la paranoïa et de la surprotection. Son téléphone vibra à nouveau. Christy. Il répondit cette fois. Kenny. Enfin, j'essaie de te joindre depuis des jours. Tu veux la garde ? Sa voix était de glace. Une pause. Je suis sa mère. Kenny. Elle a besoin de sa mère en ce moment. Elle a besoin de sa mère. Kenny se leva, sa voix montant. Un couple âgé dans la salle d'attente le regarda, surpris. Il baissa le volume, mais pas l'intensité. Où était sa mère quand ton père l'abusait ? Où étais-tu ? Christy, je ne savais pas. Tu crois que j'aurais laissé ça arriver si j'avais su ? C'était mon père ? Kenny, mon père ? Combien de temps ? Quoi ? Combien de temps as-tu su la vérité ? Christy, j'ai lu son cahier. Je sais qu'il a fait ça avant. Je sais que tu étais... Il ne pouvait pas le dire, ne pouvait pas formuler le soupçon qui grandissait depuis qu'il avait lu ses entrées. Combien de temps ? Le silence à l'autre bout s'étira trop longtemps. Quand Christy parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Ce n'était pas comme avec May. Ce qu'il m'a fait était différent. J'étais plus âgé et il a arrêté quand je me suis marié. Il a promis qu'il avait arrêté. Kenny eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. Tu savais de quoi il était capable et tu as quand même envoyé May là-bas.
Non, je pensais. Je me suis convaincu que c'était différent, qu'il avait changé, qu'il ne... Sa voix se brisa en sanglots. Je voulais croire qu'il l'aimait comme un grand-père normal. Je voulais que mon père soit l'homme que je prétendais qu'il était. J'avais tort. J'avais si tort. Kenny, tu ne la récupères pas? La voix de Kenny était stable maintenant, froide de certitude. Je me fiche de ce que dit la loi. Je me fiche de ce que décident les services de protection de l'enfance. Tu ne seras plus jamais seul avec elle. Tu ne peux pas faire ça. Je suis sa mère. J'ai des droits. Tu as renoncé à ces droits quand tu as sacrifié notre fille pour protéger ton illusion d'une famille heureuse. Kenny raccrocha, ses mains tremblaient. Il voulait jeter le téléphone, hurla, briser quelque chose. Au lieu de cela, il s'assit et se força à respirer, à réfléchir. La porte du docteur Yates s'ouvrit et May sortit, sa main dans celle de la femme plus âgée. L'expression de la thérapeute était soigneusement neutre, mais Kenny perçut l'inquiétude dans ses yeux. « M. Ogden, pourriez-vous me parler un moment ?» Kenny hocha la tête, mais s'assit avec un livre de coloriage pendant qu'il suivait le docteur Yates dans son bureau. « Je dois être direct avec vous ?» dit le docteur Yates une fois la porte fermée. Le trauma de May est sévère. L'abus était systématique et s'est produit sur environ 18 mois. Elle a un trouble de stress post-traumatique, des épisodes dissociatifs possibles et une violation profonde de la confiance qui prendra des années à traiter. Kenny hocha la tête, la gorge serrée. Je suis aussi inquiète de ce qu'elle m'a dit aujourd'hui concernant sa mère. Le docteur Yates sortit ses notes, mais a dit qu'il y a 6 mois, elle a essayé de dire à sa mère que quelque chose n'allait pas, qu'elle ne voulait plus aller chez grand-papa. Selon May, sa mère lui a dit d'arrêter d'être dramatique et que grand-papa était juste affectueux. Cela correspond-il à ce que vous savez? J'ai soupçonné que Christy savait quelque chose. Maintenant, j'en suis certain. Kenny croisa le regard de la thérapeute. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle veut la garde. L'expression du docteur Yates se durcit. Sur mon cadavre, je soumettrai ma recommandation professionnelle au service de protection de l'enfance et au tribunal, mais a besoin de stabilité, de sécurité et d'un parent en qui elle peut avoir confiance. En ce moment, M. Ogden, vous êtes le seul qui corresponde à cette description. Merci. Kenny se leva. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Oui. Le docteur Yates hésita, mais a mentionné quelque chose aujourd'hui qui m'inquiète. Elle a dit qu'elle voulait que son grand-père souffre pour toujours, que mourir était trop facile pour lui. Elle a 8 ans et elle pense à la vengeance. Elle fixa Kenny d'un regard pénétrant. J'ai besoin de savoir que vous allez l'aider à traiter ses sentiments de manière saine, que vous n'allez pas les valider ou, Dieu nous en garde, les modéliser. Kenny soutint son regard. Je veux ce qu'il y a de mieux pour May. Quoi que cela prenne, ce n'était pas un mensonge. Il voulait ce qu'il y a de mieux pour May. Et ce qu'il y a de mieux pour May était de s'assurer que tous ceux qui avaient permis son abus fassent face à des conséquences, de vraies conséquences. Pas celles qui venaient des tribunaux et des avocats et des rapports officiels. Celles qui venaient d'un père qui ferait n'importe quoi pour protéger sa fille. Cette nuit-là, après que May se fût enfin endormie dans son lit, Kenny s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et les copies de documents qu'il avait obtenus du détective Richardson. Le détective avait été étonnamment coopératif, peut-être parce qu'il était père lui-même, peut-être parce qu'il comprenait le besoin de réponse de Kenny, le cahier, les rapports scientifiques, la déclaration de May à la police, l'évaluation préliminaire des services de protection de l'enfance. Et le plus accablant, des emails entre Daryl Hudson et plusieurs de ses anciens collègues du lycée où il avait été directeur. Kenny les lut systématiquement, construisant une image qui s'assombrissait à chaque heure qui passait. Daryl n'avait pas travaillé seul. Pas complètement. Les emails faisaient référence à un réseau d'individus, un langage codé sur des intérêts partagés et des rassemblements privés. Des noms apparaissaient répétitivement. Gregory Watkins, l'ancien vice-directeur de Daryl. Lel Atkinson, le surintendant du district scolaire. Ronald Davenport, un psychologue pour enfants qui avait évalué May 2 ans plus tôt après que l'avocat de Christy pour le divorce eut ordonné une évaluation. Kenny avait rencontré Davenport. L'homme avait déclaré May parfaitement heureuse et bien adaptée, n'avait rien vu indiquant un abus ou un trauma, avait soumis un rapport soutenant l'arrangement de garde de Christy qui incluait les visites mensuelles à Millbrook. Maintenant, Kenny comprenait pourquoi Davenport protégeait Daryl, protégeait le réseau. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Kenny répondit « M. Ogden, ici Bradley Klein. Je suis un avocat représentant certains intérêts liés à l'héritage de votre ancien beau-père. » Les instincts de Kenny s'éveillèrent. « Que voulez-vous »
Je comprends que c'est un moment difficile. Je veux que vous sachiez que mes clients sont profondément compatissants envers la situation de votre fille. Nous aimerions offrir un règlement, une compensation généreuse en échange de votre accord pour ne pas poursuivre de litige civil ou faire des déclarations publiques sur les affaires privées de M. Hudson. Affaires privées. La voix de Kenny était plate. Vous voulez dire son histoire documentée d'abus sur enfants? Une pause. La documentation à laquelle vous faites référence est soumise au privilège légal et à une enquête en cours. Faire des accusations infondées pourrait être considéré comme de la diffamation. Qui sont vos clients? M. Klein. Je ne suis pas libre de le dire, mais ils sont prêts à offrir 2 millions de dollars placés en fiducie pour l'avenir de votre fille. Tout ce que vous avez à faire est de signer un accord de non-divulgation et d'accepter de ne pas coopérer avec des journalistes ou auteurs qui pourraient chercher à sensationnaliser cette tragédie. Kenny comprit, le réseau se protégeait, il voulait acheter son silence avant qu'il puisse les exposer. « J'ai besoin d'y réfléchir », dit Kenny. « Bien sûr, je vous enverrai les documents préliminaires. Mayhem, Ogden, le temps presse. L'offre expire dans 72 heures. » L'appel se termina. Kenny resta assis dans l'obscurité, son esprit bouillonnant. 2 millions de dollars, de l'argent qui pourrait payer la thérapie de May, ses études, son avenir, de l'argent qui pourrait leur acheter une nouvelle vie loin de Millbrook et de ses horreurs. Tout ce qu'il avait à faire était de rester silencieux, laisser les morts garder leurs secrets, laisser les vivants échapper à la justice. Kenny baissa les yeux sur ses mains, des mains qui avaient tenu sa fille tremblante, des mains qu'il avait portées hors de cette maison, des mains qui pouvaient nous faire quelque chose avec les informations qu'il avait rassemblées, ou des mains qui pouvaient nous signer un papier et prendre l'argent. Il pensa à May allongée dans son lit, tourmentée par des cauchemars, pensa au regard creux dans ses yeux, pensa à tous les autres enfants qui pourraient croiser Gregory Watkins, Lel Atkinson, Ronald Davenport, et qui que ce soit d'autre faisant partie du réseau de Daryl Hudson. Kenny ouvrit son ordinateur portable et commença à taper une réponse à Bradley Klein. Je considérerai votre offre, mais d'abord j'ai besoin de réponses à certaines questions. Qui d'autre savait? Depuis combien de temps cela durait-il? Et surtout, qui d'autre dans votre réseau abuse encore activement d'enfants? Il envoya avant de pouvoir se raviser, puis il ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et commença à chercher autre chose. Des enquêteurs privés, des experts en sécurité, des gens spécialisés dans la recherche d'informations que d'autres voulaient garder cachées. Car quoi qu'il arrive ensuite, Kenny avait besoin de levier. Il avait besoin de savoir exactement à qui il avait affaire et de quoi ils étaient capables. Et puis, il avait besoin de décider, prendre l'argent et fuir, ou tout brûler, et tant pis pour les conséquences. Kenny regarda la porte fermée de la chambre de May, pensant à sa petite fille qui avait dit que mourir était trop facile pour le monstre qui l'avait blessée. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que certaines personnes méritaient de souffrir avant de tomber. Le lendemain matin, Kenny déposa May au cabinet du Dr Yates pour sa session quotidienne et traversa la ville pour rencontrer Calvin Humphrey, un enquêteur privé dont le nom était apparu à plusieurs reprises dans ses recherches nocturnes. Humphrey opérait depuis un bureau banal au-dessus d'un magasin de quincaillerie, le genre d'endroit conçu pour ne pas être mémorisé. M. Ogden. Humphrey était dans la cinquantaine, buriné et compétent, avec les yeux prudents de quelqu'un qui en avait trop vu. « J'ai lu ce qui s'est passé. Je suis désolé. J'ai besoin d'informations ?» dit Kenny sans préambule. Il glissa une clé USB sur le bureau. Tout ce qu'il y a là-dedans est soit du domaine public, soit donné par la police. J'ai besoin que vous creusiez plus profond, découvriez qui sont ces hommes, ce qu'ils ont fait et comment ils s'en sont tirés. Humphrey brancha la clé et passa plusieurs minutes à examiner le contenu sain, son expression s'assombrissant. Enfin, il leva les yeux. C'est un cauchemar absolu, vous le savez. Hein? Ce ne sont pas des pervers de bas étage. On parle d'un ancien surintendant scolaire, d'un psychologue agréé, d'un avocat éminent, des gens avec des ressources et des connexions. Je sais. Que comptez-vous faire exactement avec ces informations? Kenny croisa son regard, m'assurer qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Humphrey l'étudia longuement. J'ai 2 filles moi-même, 10 et 13 ans. J'ai lu ce qui est arrivé à la vôtre et je n'ai presque pas dormi. Donc, je vais être franc avec vous. Je trouverai tout ce que vous voulez savoir. Mais ce que vous en ferez, c'est votre affaire. Je ne sais rien. Je ne veux pas savoir. Et je ne peux pas être assigné sur des choses que je ne sais pas. C'est clair. Crystal, mon tarif est de 200 $ l'heure, plus les frais. Ce genre d'enquête pourrait prendre des semaines, pourrait coûter 30 000, $40,000. Peut-être plus si je dois payer pour certains services spécialisés.
Kenny pensa aux 2 millions de dollars offerts par Bradley Klein, de l'argent du sang, mais de l'argent qui pourrait être mieux utilisé que pour garnir les poches d'ennablés et d'abuseurs. Faites-le, quoi que cela coûte, j'ai besoin de noms, d'adresses, de patterns, de preuves. De tout, vous l'aurez. Humphrey se leva et tendit la main. Kenny la serra. Une chose de plus. M. Ogden. Quand ce sera fini, je ne vous ai jamais rencontré. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Compris? Kenny passa les 2 semaines suivantes dans un étrange limbo. Les jours étaient de consumés par les rendez-vous de thérapie de mai, les réunions scolaires pour arranger son absence prolongée, les consultations avec des avocats en droit familial sur le défi de garde de Christie. Les nuits étaient passées à examiner les rapports de Calvin Humphrey au fur et à mesure qu'ils arrivaient, chacun plus accablant que le précédent. Gregory Watkins, l'ancien vice-directeur, avait été discrètement licencié de 2 écoles précédentes pour conduite inappropriée avec des élèves. Les 2 fois, des règlements avaient été conclus et des accords de non-divulgation signés. Il travaillait maintenant comme consultant éducatif, lui donnant accès à des enfants dans plusieurs districts. Lel Atkinson, le surintendant, avait utilisé sa position pour couvrir plusieurs allégations contre des enseignants et des administrateurs au cours des 15 dernières années. Il avait aussi fait plusieurs voyages de conseil en Asie du Sud-Est, des destinations connues pour le tourisme sexuel. Les registres d'immigration montraient que Daryl Hudson l'avait accompagné sur 3 de ses voyages. Ronald Davenport, le psychologue, se spécialisait dans les évaluations de garde. Humphrey avait trouvé 6 cas où Davenport avait évalué des enfants, plus tard prouvé avoir été abusé, et dans chaque cas, il n'avait rien trouvé de mal. Il avait aussi été le patient de Daryl Hudson, recevant une thérapie pour anxiété et dépression. La relation thérapeutique n'avait pas été divulguée dans l'évaluation de mai, une violation éthique massive qui seule pouvait détruire la carrière de Davenport. Bradley Klein, l'avocat, ne représentait pas seulement le réseau, il en faisait partie. Humphrey avait découvert des dossiers juvéniles scellés datant de 30 ans quand Klein avait été accusé de sollicitation d'un mineur. Les charges avaient été abandonnées pour manque de preuves après que la victime se soit rétractée. La victime s'était suicidée plus tard à 19 ans et il y avait d'autres, plus de noms, plus de connexions, un réseau de prédateurs et d'énableurs qui s'étaient protégés mutuellement pendant des décennies. Christie apparaissait aussi dans l'orbite du réseau, bien que pas comme une perpétratrice. Le rapport de Humphrey incluait d'anciens dossiers de thérapie que Daryl avait gardés, ceux de sa propre fille quand elle était adolescente, documentant son abus et son plan de traitement pour la garder conforme et silencieuse. Les lire rendit Kenny physiquement malade. Son ex-femme n'avait pas juste été une mère complice. Elle avait été une victime si cheville brisée qu'elle avait appris à perpétuer le cycle, offrant sa propre fille plutôt que d'affronter la vérité sur sa famille. Kenny ne savait pas si cela le faisait la haïr plus ou moins. Au 14e jour après l'incident, Bradley Klein appela à nouveau « M. Ogden. Vous avez évité mes appels? Le délai pour notre offre est passé. Mes clients sont prêts à la retirer. Dites à vos clients que je veux 5 millions, interrompit Kenny. Pas 2, 5, et je veux des noms individuels. Tous ceux qui contribuent au règlement, tous ceux qui veulent mon silence. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça que ça marche. Vous vouliez acheter mon silence? Bien, mais je ne vends pas à bas prix. 5 millions de dollars, divulgation complète de qui paie, et un compte rendu détaillé de pourquoi ils sont si désespérés de garder ça secret. Vous avez 48 heures. Après ça, j'emmène tout ce que je sais au FBI et à chaque organe de presse du pays. Il raccrocha avant que Klein puisse répondre. 2 heures plus tard, Calvin Humphrey appela. Quoi que vous ayez fait, vous avez secoué des cages. J'ai des gens qui me suivent. De la surveillance professionnelle. Pas des amateurs. Pouvez-vous gérer? Ouais, mais ça va vous coûter. J'ai besoin d'apporter des spécialistes. Assurez que ma sécurité est étanche. Encore 10 000 dollars minimum. Faites-le. Et Calvin, soyez prudent. Je le suis toujours. Kenny se tint à la fenêtre de son appartement, observant la rue en bas. Une berline sombre était garée de l'autre côté. Un peu trop évidente pour être une vraie menace. Un message. Nous vous surveillons. Bien qu'il surveille, qu'il s'inquiète, car Kenny en avait fini de jouer la défense, fini de réagir, fini de laisser ses gens contrôler le récit. Il était temps de passer à l'offensive. Cette nuit-là, après que May fut endormi, Kenny composa un email, pas à Bradley Klein ou au réseau, à quelqu'un d'autre entièrement. Vince Shepard animait un podcast sur les crimes vrais qui avait récemment exposé un réseau de policiers corrompus dans un État voisin. Il était agressif. Sans peur des intérêts puissants,
et avait un bilan de faire tomber des gens qui pensaient être intouchables. Kenny joignit tout, le dossier d'enquête complet de Calvin Humphrey, des copies du cahier de Daryl, les rapports scientifiques, les emails, les registres de voyage, le pattern d'allégations couvertes, tout ce qui peignait un tableau complet du réseau, ligne d'objets, le réseau de Millbrook. Comment un directeur de lycée à la retraite a construit un réseau d'abus sur enfants sous le nez de tout le monde? Son doigt plana au-dessus du bouton d'envoi, c'était le point de non-retour. Envoyer cet email et l'offre de règlement de Bradley Klein s'évaporerait, le réseau se barderait d'avocats, passerait en mode contrôle des dommages. Ils s'en prendraient à Kenny avec tout ce qu'ils avaient, des poursuites. De l'intimidation? Peut-être pire, mais May serait en sécurité parce qu'une fois que cette histoire éclaterait, une fois que les projecteurs se tourneraient sur ces hommes, ils seraient trop occupés à se sauver eux-mêmes pour blesser quiconque. Kenny pensa aux 2 millions de dollars, aux 5 millions, à l'argent qui pourrait changer la vie de May, puis il pensa à tous les autres enfants, ceux que Daryl Hudson avait blessés avant May, ceux que Gregory Watkins était encore positionné pour abuser, ceux qui seraient évalués par Ronald Davenport et envoyés dans des situations dangereuses. Sa fille avait dit que mourir était trop facile pour son grand-père, mais Kenny n'était pas intéressé par le facile. Il était intéressé par la justice. Il cliqua sur envoyer, l'histoire éclata 72 heures plus tard. Le podcast de Vince Shepard sortit une série spéciale en 3 parties intitulée « Le réseau de Millbrook ». Et en 6 heures, chaque grand média l'avait reprise. Les allégations étaient trop spécifiques, trop bien documentées pour être ignorées. Gregory Watkins fut arrêté dans les 24 heures pour possession de matériel d'abus sexuel sur enfants. Des preuves que l'équipe de Shepard avait remises aux autorités. Ces ordinateurs contenaient des milliers d'images et de vidéos, certaines mettant en scène des enfants de ses propres écoles. Lel Atkinson démissionna de son poste de surintendant au milieu d'appels à une enquête fédérale sur la gestion des allégations d'abus par le district scolaire. Son passeport fut signalé et il fut placé sur la liste d'interdiction de vol pendant que les enquêteurs examinaient son historique de voyage. Ronald Davenport perdit sa licence pour pratiquer la psychologie. Plusieurs anciens patients se manifestèrent avec des plaintes sur sa conduite non éthique et ses évaluations biaisées. Des charges criminelles étaient en attente d'un mot. Bradley Klein fut placé en congé administratif par son cabinet d'avocats pendant que le barreau de l'État enquêtait sur son implication. Les dossiers juvéniles scellés de son passé furent mystérieusement divulgués à la presse. Sa carrière était effectivement terminée et l'histoire continuait à grossir. Plus de victimes se manifestèrent. Plus de noms furent ajoutés à l'enquête. Ce qui avait commencé comme les crimes d'un directeur à la retraite devint une exposition tentaculaire d'échecs systémiques, de corruption et de couverture délibérée s'étendant sur 3 décennies. Kenny observa tout se dérouler depuis son appartement, tenant la main de May alors qu'ils étaient assis sur le canapé. Elle ne comprenait pas pleinement les reportages, ne saisissait pas l'ampleur de ce qui se passait, mais elle comprenait que les gens écoutaient enfin, croyaient enfin, agissaient enfin. « Papa !» dit May doucement pendant une pause publicitaire. « Est-ce que les mauvais hommes vont en prison ?»« Oui. »« Mapuche ?»« Tous ? Bien ?» Elle s'appuya contre son épaule. « Grand-papa aurait dû aller en prison aussi. Pas juste s'arrêter. Je sais que tu as fait ça arriver, » dit May, le regardant. « Le docteur Yates dit que je ne suis pas censé penser à la vengeance. Mais tu l'as fait quand même, n'est-ce pas ?» Kenny hésita, pesant sa réponse. Enfin, il opta pour l'honnêteté. Ce n'était pas de la vengeance. Ma chérie, la vengeance, c'est blesser les gens parce que tu es blessé. C'était de la justice. S'assurer que personne d'autre ne soit blessé comme tu l'as été. Mais réfléchis, quelle est la différence ? La vengeance te fait te sentir mieux pour un petit moment, mais ensuite elle te rend juste plus vide. La justice rend le monde plus sûr, c'est mieux. Mais fut silencieuse un instant. Est-ce que ça t'a fait te sentir mieux ? Kenny y pensa. À la satisfaction qu'il avait ressentie quand les arrestations avaient commencé, à la détermination sinistre qu'il avait portée à travers l'enquête, aux nuits qu'il avait passées consumées par la rage et le besoin de faire payer quelqu'un, n'importe qui, pour ce qui était arrivé à sa fille, un peu, admit-il. Mais ce qui me fait vraiment me sentir mieux, c'est de savoir que tu es en sécurité et que tu vas guérir, c'est ce qui compte le plus. May hocha la tête et se tourna vers la TV. Kenny embrassa le sommet de sa tête, s'émerveillant de sa résilience. Elle avait des cauchemars, sursautait encore au bruit fort, s'accrochait à lui dans les endroits bondés, mais elle était là, elle était vivante. Elle en parlait, le traitait avec le docteur Yates, recommençait lentement à reconstruire la confiance dans le monde. Cela prendrait des années,
peut-être une vie entière, mais ils avaient du temps maintenant. Son téléphone vibra. Encore Christy. Elle appelait constamment depuis que l'histoire avait éclaté, laissant des messages vocaux allant de l'excuse à l'accusation à la désespérance. Kenny en avait écouté exactement celui où elle avait sangloté sur comment elle avait essayé de protéger May de la seule façon qu'elle connaissait, en prétendant que rien n'allait mal. Cela ne l'avait pas fait la haïr moins, mais cela l'avait aidé à la comprendre. Il envoya l'appel sur messagerie. Pas aujourd'hui, peut-être jamais. Certains dommages ne pouvaient être réparés, seulement endurés. Un autre appel arriva immédiatement après. Calvin Humphrey. Vous regardez les infos ? Demanda Humphrey toute la journée. Vous l'avez fait ? Vous l'avez vraiment fait ? Savez-vous combien de gens ont essayé d'exposer ces types au fil des ans ? Combien de parents, d'enseignants, de travailleurs sociaux ? Ils ont tous été fermés, payés ou intimidés au silence. Mais vous les avez vraiment fait tomber ? Nous les avons fait tomber, corrigea Kenny. Je n'aurais pas pu le faire sans votre enquête ? Ouais. Eh bien, ma facture est en route. $37,000 vaut chaque centime si vous me demandez. Kenny rit, un son qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Je la paierai avec plaisir. Une chose de plus, dit Humphrey, son ton changeant. Vous avez de la protection. Ces types ont encore des amis, des gens qui pourraient décider que vous êtes une menace à éliminer. J'y ai pensé. Pensez-y plus fort. Je suis sérieux. Ogden. Installez un système de sécurité, variez vos routines, peut-être envisager de déménager pour un temps. Je ne fuis pas devant eux. Ce n'est pas fuir, c'est être intelligent. Vous avez une fille à protéger ? Rappelez-vous, Kenny jeta un œil à May, encore absorbé par la TV. Vous avez raison. Je prendrai des précautions. Après l'appel, Kenny fit exactement cela. Il engagea un consultant en sécurité pour évaluer son appartement et installer un système d'alarme complet. Il changea son numéro de téléphone et acheta du gaz poivré. Il inscrivit May dans une nouvelle école sous un nom légèrement modifié. May Hudson Ogden devint May Ogden. Abandonnant entièrement le nom de famille de sa mère, l'affaire au tribunal familial se résolut sans procès. Christy retira sa pétition de garde après que son propre avocat l'ait conseillé que la combattre ne ferait que résulter en un témoignage public sur sa connaissance de l'abus. Les services de protection de l'enfance recommandèrent la garde complète à Kenny avec des visites supervisées pour Christy. 2 heures par mois dans un lieu neutre avec un travailleur social présent. Christy assista à la première visite, mais refusa de la voir. À la seconde, May accepta de venir, mais ne parla pas à sa mère au-delà de monosyllabes. À la troisième, Christy cessa de se présenter. Elle laissa un message vocal pour Kenny, expliquant qu'elle entrait dans un programme de traitement résidentiel pour gérer son propre trauma. Elle respecterait les besoins de May et lui donnerait de l'espace. Peut-être qu'un jour, elle pourrait avoir une relation. Mais pas maintenant. Kenny sauva le message au cas où May voudrait l'entendre un jour. Au cas où sa fille aurait besoin de preuves que sa mère avait, à sa manière brisée, essayé de faire la bonne chose. Au final, des mois passèrent, l'enquête continua à s'étendre. Les procureurs fédéraux construisirent des dossiers contre 12 individus liés au réseau. 3 avaient déjà pris des accords de plaidoyer en échange de témoignages contre les autres. Le procès de Gregory Watkins était fixé pour le printemps suivant. Il faisait face à 43 chefs d'accusation d'exploitation d'enfants. Son avocat essaya d'arguer que Watkins était une victime de la manipulation de Daryl Hudson, qu'il avait été groomé lui-même. L'argument tomba à plat quand les procureurs révélèrent que Watkins avait abusé d'enfants avant même de rencontrer Daryl. Lel Atkinson fuit le pays 2 jours avant son inculpation programmée. Il était arrivé jusqu'au Costa Rica avant d'être arrêté à la frontière en essayant d'entrer au Nicaragua. Les procédures d'extradition étaient en cours. Ronald Davenport était en liberté sous caution. Vivant dans le sous-sol de son frère, surveillé par un bracelet électronique, son procès était prévu après celui de Watkins. Il avait vieilli de 20 ans en 6 mois depuis que l'histoire avait éclaté. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage émacié. Kenny l'avait vu une fois par accident au supermarché. Davenport l'avait reconnu immédiatement, ses yeux s'écarquillant de terreur avant d'abandonner son chariot et de fuir. Bien qu'il ait peur, qu'il ressente une fraction de la peur que May avait ressentie, Bradley Klein avait été radié du barreau et faisait face à des charges criminelles pour obstruction à la justice. Il avait tenté de se suicider 3 mois après le scandale, mais avait survécu. Il était actuellement en soins psychiatriques. Attendant son procès, Kenny ne prenait aucun plaisir à ses résultats, aucune satisfaction dans la destruction de la vie de ces hommes, mais il ressentait un profond sentiment de justice rendue. L'anniversaire de May, ses 8 ans,
Arriva fin novembre, elle voulait une petite fête. Juste Kenny, le docteur Yates, et 2 filles de sa nouvelle école qu'elle avait prudemment befriended, pas de famille, pas de mère, pas de grands-parents, juste les gens en qui elle avait confiance. Ils célébrèrent dans l'appartement avec un gâteau et des jeux de société, mais sourit genuinely quand elle souffla ses bougies. Son vœu, elle le dit à Kenny plus tard, était que les cauchemars s'arrêtent. Ils ne s'étaient pas encore arrêtés, mais ils venaient moins fréquemment et May apprenait à les combattre, à se rappeler qu'elle était en sécurité, que le monstre était parti et ne pouvait plus lui faire de mal. Après la fête, après que les amis de May soient rentrés et que le docteur Yates ait dit bonne nuit avec un câlin chaleureux et un rappel d'appeler si besoin. Kenny borda sa fille au lit. « Papa » dit May alors qu'il éteignait la lumière. « Merci. Pourquoi ?»« Mapuche, pour m'avoir cru, pour m'avoir sauvé, pour avoir fait arrêter les mauvais hommes. » La gorge de Kenny se serra. « Tu n'as pas à me remercier pour ça. C'est mon boulot. C'est ce que font les pères. Pas tous les pères. » La voix de May était très petite dans l'obscurité. Certains pères sont les mauvais hommes. Je sais, mais je ne suis pas ce genre de père. Je ne serai jamais ce genre de père. Je sais, mais fut silencieuse un moment. Puis, tu penses que je serai normal à nouveau un jour ? La question le transperça. Kenny s'assit à nouveau sur le bord de son lit, trouvant sa main dans le noir. Ma chérie, tu es déjà normale ? Ce qui t'est arrivé n'était pas normal. Mais toi, tu es courageuse, intelligente et forte. Et oui, tu as été blessée, mais les gens blessés peuvent guérir. Le docteur Yates le dit, et je la crois. Je crois en toi, d'accord ? Mais serra sa main. Je te crois ? Kenny resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis resta un peu plus longtemps, la regardant respirer, regardant le miracle de sa fille vivante, guérissant et recommençant lentement à devenir entière. Il pensa à la vengeance, à la justice, à la différence que May lui avait demandé d'expliquer. La vengeance aurait été de trouver ces hommes et de les faire souffrir personnellement. La vengeance aurait été violence et rage et catharsis temporaire qui ne résolvaient rien. La justice était cela, les regarder détruits par leurs propres crimes, savoir qu'ils passeraient des années ou des décennies en prison, leur réputation brisée, leur carrière terminée, leur nom synonyme de mal. La justice était que May grandisse, guérisse, ait des fêtes d'anniversaire et des amitiés, et un père qui ne l'échouerait plus jamais. Kenny se leva lentement, prudent pour ne pas la réveiller. Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Quelque part là-dehors, Gregory Watkins était assis dans une cellule, attendant son procès. Lel Atkinson croupissait dans une prison costaricaine. Ronald Davenport comptait les jours jusqu'à son propre procès, sachant que sa vie telle qu'il l'avait connue était finie. Bradley Cline se remettait de sa tentative de suicide, affrontant la réalité de ses choix et de leurs conséquences. Et Daryl Hudson était mort, sa réputation détruite posthumement, son nom une injure dans la communauté qu'il avait autrefois dominée. Ils avaient tous payé un prix, pas assez. Peut-être que la prison était trop propre, trop sûre, trop civilisée pour ce qu'ils avaient fait, mais c'était quelque chose, c'était la justice. Et parfois, réfléchit Kenny, la justice devait suffire. Parce que l'alternative, la rage consumante, le besoin obsessif de vengeance personnelle, l'obscurité qui menaçait de l'engloutir entièrement s'il la laissait, cela n'aiderait pas May à guérir, ne le rendrait pas un meilleur père, n'honorerait pas la promesse qu'il s'était faite la nuit où il l'avait porté hors de cette maison. Son téléphone vibra, un message de Vince Shepard. « Viens d'apprendre, 2 arrestations de plus aujourd'hui. 2 enseignants de l'ancienne école de Hudson. Ton histoire continue à faire éclater des affaires. Tu devrais être fier. » Kenny répondit « Pas mon histoire. Celle de May et de toutes les autres victimes. J'ai juste fait en sorte que les gens écoutent. Tu as fait plus que ça. Tu as donné la justice à ces victimes. Ce n'est pas rien. » Kenny ne répondit pas. Il rangea son téléphone et resta à la fenêtre un moment, pensant aux pères et aux filles, aux monstres et aux héros, à la vengeance et à la justice. Et il pensa à une petite fille qui s'était assise sous la pluie couverte de sang, disant à son père de ne pas regarder à l'intérieur, une petite fille qui avait survécu au pire que l'humanité avait à offrir, et apprenait lentement, douloureusement, à faire confiance au monde à nouveau. Elle était la vraie héroïne de cette histoire. Kenny n'était que le père qui refusait de la laisser tomber 2 fois. Il se détourna de la fenêtre et marcha dans le couloir jusqu'à sa propre chambre. Demain, il emmènerait May à la thérapie. Demain, il examinerait plus de documents de la poursuite. Demain, il continuerait le travail d'être présent, d'être patient, d'être le père dont sa fille avait besoin.
Mais ce soir, il dormirait, et si les cauchemars venaient, parce qu'ils venaient pour lui aussi, des reprises de cet appel téléphonique, de ce qu'il avait trouvé dans cette maison, il se rappellerait la même chose qu'il disait à May. Les monstres étaient partis. Il ne pouvait plus blesser personne, et cela, en fin de compte, était une victoire suffisante. 3 ans plus tard, Kenny se tenait au fond d'une salle d'audience bondée, regardant la dernière pièce du puzzle tomber en place. Gregory Watkins, le dernier du réseau à passer en jugement, était assis à la table de la défense en combinaison orange, la tête baissée alors que le président du jury lisait le verdict. Sur le chef 1, possession de matériel d'abus sexuel sur enfant. Nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef 2, distribution de matériel d'abus sexuel sur enfant. Nous déclarons l'accusé coupable. Le président continua à travers 41 chefs supplémentaires. Coupable, coupable, coupable. Chaque verdict était un clou dans le cercueil de Watkins. Et avec chacun, Kenny sentait un petit morceau du poids qu'il portait depuis 3 ans s'alléger de ses épaules. Quand ce fut fini, quand Watkins fut emmené en chaîne pour attendre la sentence, Kenny sortit du palais de justice sous un soleil printanier brillant. Il sortit son téléphone et appela May. « Papa, comment ça s'est passé ? » « Coupable sur tous les chefs, dit Kenny. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Bien. La voix de May était plus forte maintenant, plus pleine, la voix d'une fille de 11 ans qui s'était battue pour sortir de l'enfer et en était émergée, cicatrisée mais ininterrompue. Le docteur Yates dit que ça est censé m'apporter la clôture. Est-ce que ça le fait ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais marqua une pause. Je pense que la clôture est un peu surévaluée. Je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé. Mais je n'y pense plus tous les jours. Est-ce que c'est la même chose ? Kenny sourit. Ouais. Mapuche, je pense que c'est exactement la même chose. Cours et... Papa, est-ce qu'Emma peut dormir ce soir ? On travaille sur un projet pour le cours de sciences. Bien sûr, je prendrai de la pizza pour le dîner. Merci. Je t'aime. Papa, je t'aime aussi, ma chérie. Kenny mit fin à l'appel et resta là un moment, s'émerveillant de la normalité de cette conversation, une fille demandant pour une soirée pyjama et des projets scientifiques, un père acceptant la pizza, la réalité banale et belle d'une vie qui avait été brisée et lentement, painstakingly, reconstituée. Les 3 dernières années n'avaient pas été faciles, mais avaient des bons jours et des mauvais jours, des progrès et des reculs. Il y avait eu des attaques de panique à l'école, des terreurs nocturnes qui la laissaient hurler pendant des heures. Des sessions de thérapie où elle ne pouvait pas arrêter de pleurer ou ne pouvait pas parler du tout. Mais il y avait aussi eu des percées. La première fois que May avait ri à une blague stupide, la première soirée pyjama à laquelle elle avait accepté d'assister, la première fois qu'elle l'avait appelé de l'école juste pour discuter, pas parce qu'elle avait une crise, l'accumulation lente de moments normaux qui signifiaient que la guérison se produisait, même si c'était par à-coups. Kenny avait été là pour tout. Chaque session de thérapie, chaque événement scolaire, chaque cauchemar à 2 heures du matin, il avait réorganisé toute sa vie autour des besoins de May, prenant une rétrogradation au travail pour accommoder l'horaire flexible que sa guérison requérait. Il avait appris à reconnaître ses déclencheurs, à lui donner de l'espace quand elle en avait besoin et de la présence quand elle en avait besoin à la place. Et il avait appris à lâcher la rage qu'il avait consumée pendant ses premiers mois. Le besoin obsessif de punir personnellement chaque personne qui avait permis les crimes de Daryl Hudson, la fantaisie de vengeance qui avait parfois semblé plus attrayante que le travail difficile et sans glamour d'être réellement présent pour sa fille. La justice avait été rendue, pas parfaitement, peut-être pas complètement, mais assez. Watkins mourait en prison. Sa sentence serait des termes consécutifs totalisant plus de 300 ans. Lel Atkinson avait reçu 47 ans après avoir combattu l'extradition pendant 18 mois. Ronald Davenport purgeait 25 ans, ayant pris un accord de plaidoyer pour éviter le procès. Et les autres, la douzaine d'hommes dont les noms étaient émergés de l'enquête en expansion, ils avaient à tous fait face à des conséquences aussi. Certains étaient en prison, certains avaient perdu leur carrière, certains avaient fui le pays et vivaient comme des fugitifs. Le réseau avait été détruit, pas par la vengeance personnelle de Kenny, mais par l'exposition de la vérité, par le courage de multiples victimes qui s'étaient manifestées après que l'histoire de May ait éclaté. Par des procureurs qui avaient construit des dossiers méticuleux, par un système judiciaire qui, pour une fois, avait réellement fonctionné. Kenny roula vers la maison à travers la ville, des fleurs printanières fleurissant dans les parcs qu'il passait, pensant à cette nuit 3 ans plus tôt quand il avait composé l'email à Vince Shepard, quand il avait choisi la justice plutôt que la vengeance, l'exposition plutôt que la violence, la vérité plutôt que le silence.
Cela lui avait coûté... L'argent du règlement s'était évaporé, l'offre de Bradley Klein avait été retirée au moment où l'histoire était devenue publique. Kenny avait dépensé des dizaines de milliers en frais légaux, sécurité, coûts de relocalisation. Il avait été poursuivi par 2 des hommes qui l'avaient exposé, des poursuites frivoles qui avaient finalement été rejetées, mais qui avaient quand même requis une défense légale coûteuse. Mais il le referait sans hésitation parce que May était vivante. May guérissait, May avait des amis et des intérêts et un avenir qui n'était pas défini uniquement par ce qui lui avait été fait. C'était la seule victoire qui comptait. Kenny arriva à la maison. May était dans sa chambre avec Emma, les deux penchés sur un panneau d'affichage couvert de diagrammes du système solaire. Elles levèrent les yeux quand Kenny frappa à la porte ouverte. « La pizza devrait être là dans 30 minutes, dit-il. « Parfait. »« Merci, M. Ogden. » Emma était une fille joyeuse avec des cheveux roux brillants et plus de taches de rousseur que de visage. Elle avait été la première enfant à la nouvelle école de May à tendre la main, à voir au-delà de la nouvelle fille calme qui sursautait au bruit fort. Elles étaient inséparables depuis... « Vous avez besoin d'autre chose ?»« Non, on est bonne. » Mais lui sourit. Ce sourire édenté qu'il avait craint de ne plus jamais voir. « Oh, papa, j'ai oublié de te dire. J'ai récupéré ma rédaction de Madame Peterson. J'ai eu un A+, c'est merveilleux. De quoi parlait la rédaction ?» Le sourire de May vacilla légèrement. « Des héros, des vrais, pas comme les super-héros. J'ai écrit sur toi. » La gorge de Kenny se serra. « Mais je ne suis pas... Si... Tu l'es ?» La voix de May était ferme. Madame Peterson a dit que c'était la meilleure rédaction de la classe. Elle a dit que je devrais la soumettre au concours d'écriture du district. Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Que tu es le genre de héros qui ne porte pas de cape ou n'a pas de super-pouvoir. Tu es celui qui se présente chaque jour et fait le travail dur de garder les gens en sécurité, celui qui croit les victimes même quand c'est compliqué, celui qui s'assure que les méchants font face aux conséquences même quand c'est plus facile de se taire. Mais marqua une pause. J'ai aussi écrit sur comment tu m'as appris que guérir est plus dur que la vengeance mais plus important. Kenny dut détourner le regard, clignant des larmes. Tu es la courageuse. Ma chérie, tout ce que j'ai fait était... Tout ce que tu as fait était tout. Mais traversa la chambre et le serra dans ses bras. Je sais que je ne le dis pas assez, mais merci pour tout, pour m'avoir cru, pour t'être battu pour moi, pour être là. Kenny serra sa fille, s'émerveillant de sa force, de sa capacité à faire confiance à nouveau après chaque raison de ne plus jamais faire confiance à quiconque, de sa résilience et de sa sagesse qui semblait impossible immature pour 11 ans. « Tu vas t'en sortir ?» dit-il doucement. « Plus que ça, tu vas être extraordinaire. Je sais, dis May simplement, parce que je t'ai... » Emma s'éclaircit la gorge maladroitement. « C'est super mignon et tout, mais on pourrait peut-être finir le poster avant que la pizza arrive. J'ai faim. » Mais s'éloigna en riant. Emma a toujours faim. C'est un peu son super pouvoir. Et Impolie. Les filles retournèrent à leur projet, se disputant joyeusement sur si Pluton devrait être inclus comme une planète. Kenny les observa un moment, stockant ce souvenir aux côtés de tous les autres qu'il avait collectés au cours des 3 dernières années, les moments ordinaires, la preuve que May était plus que son trauma, qu'elle avait une vie au-delà de ce qui lui avait été fait. Son téléphone vibra, un texto du Dr Yates. « J'ai entendu pour le verdict Watkins. Comment allez-vous tous les deux ?» Kenny répondit « On va bien, mais il y a une amie qui reste. Elle travaille sur un projet scolaire. Tout est normal. Normal est un miracle sous-estimé. Vous devriez tous les deux être fiers. Nous le sommes. » Kenny rangea son téléphone et alla à la cuisine attendre la pizza. Alors qu'il se tenait là, regardant le désordre ordinaire de sa vie ordinaire, les papiers scolaires de May sur le frigo, son sac à dos près de la porte, ses chaussures jetées dans le couloir, il pensa au chemin qu'il avait choisi 3 ans plus tôt. Il aurait pu prendre l'argent du règlement, rester silencieux, déménager May quelque part loin et essayer d'oublier que tout cela s'était passé. Ou il aurait pu aller dans l'autre sens. Aurait pu traquer ces hommes personnellement, aurait pu les faire souffrir de manière que le système judiciaire n'aurait jamais fait. Aurait pu prioriser la vengeance sur les besoins de sa fille. Il n'avait choisi ni l'un ni l'autre. Il avait choisi le chemin plus dur, celui qui requérait de la patience et de la foi en un système qui échouait si souvent, celui qui priorisait la guérison de May sur son propre besoin de satisfaction, celui qui échangeait la vengeance personnelle contre une justice systémique, et cela avait fonctionné. Pas parfaitement, pas complètement, mais assez... La sonnette retentit, Kenny paia pour la pizza et appela les filles pour dîner.
Elles mangèrent à la table basse du salon, May et Emma bavardant sur leurs enseignants et camarades de classe, sur le nouveau film Marvel qu'elles voulaient voir, sur si TikTok était encore cool ou s'il était temps de passer à l'app suivante. Conversation normale, préoccupation normale, vie normale. Après que les parents d'Emma l'aient récupérée, après que May soit allée au lit, Kenny s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de thé et ouvrit ses emails. Un message de Vince Shepard était en haut de sa boîte de réception. « Kenny, je pensais que tu voudrais savoir. Le documentaire sur le réseau de Millbrook vient de gagner un Emmy. Et plus important, 3 victimes de plus se sont manifestées cette semaine. Des cas dans différents états. Ta décision de rendre public il y a 3 ans crée encore des ondulations. Continue à apporter la justice. Merci de m'avoir confié l'histoire. » Kenny lut le message 2 fois, puis ferma son ordinateur. Il n'était pas intéressé par les accolades ou les prix, n'était pas intéressé à être célébré comme une sorte de héros. Il n'était qu'un père qui avait fait ce que tout père devrait faire, protéger son enfant et se battre pour s'assurer que les gens qu'il avait dû blesser ne puissent blesser personne d'autre. C'était tout, c'était tout. Il se leva et marcha dans le couloir jusqu'à la chambre de May, ouvrant sa porte juste assez pour la voir dormir paisiblement, son visage détendu. Pas de cauchemar ce soir. Sa sculpture en argile, l'hybride cheval-chien informe, était sur sa table de nuit, un rappel de cet appel téléphonique terrible 3 ans plus tôt, mais c'était aussi un rappel qu'elle avait survécu, qu'elle avait continué à créer et à apprendre et à grandir malgré tout ce qui avait essayé de la briser. Kenny ferma doucement la porte et alla dans sa propre chambre. Demain, il emmènerait May à son match de soccer. Demain, il l'aiderait à pratiquer sa présentation pour le concours d'écriture. Demain, il continuerait le travail d'être présent, d'être patient, d'être le père qu'elle méritait. Mais ce soir, il se reposerait et il se souviendrait du choix qu'il avait fait 3 ans plus tôt. Chercher la justice au lieu de la vengeance, la vérité au lieu du silence, la guérison au lieu de la haine. Cela avait été le bon choix. Pas le plus facile, pas le plus satisfaisant sur le moment, mais le bon parce que May était en sécurité, May guérissait, May avait un avenir, et en fin de compte, c'était la seule victoire qui comptait. La revanche qu'il avait prise n'était pas de la violence ou une vendetta personnelle. C'était quelque chose de plus puissant, l'exposition, la vérité, la justice. Il avait démantelé un réseau de prédateurs, pas avec ses poings, mais avec des preuves et de la persistance, et le courage de rendre leurs crimes publics. Il avait assuré qu'ils passeraient des années ou des décennies à payer pour ce qu'ils avaient déjà fait, que leur nom serait synonyme de mal, qu'ils ne blesseraient plus jamais un enfant, et il l'avait fait sans devenir un monstre lui-même. Sans cicatriser May davantage en modélisant la vengeance et la violence, sans sacrifier son humanité pour satisfaire sa rage. Certains pourraient penser que c'était de la faiblesse, que la vraie justice requérait du sang et de la douleur et une vengeance personnelle. Mais Kenny savait mieux, les hommes qui avaient blessé sa fille étaient détruits. Carrière terminée, réputation brisée, liberté prise, nom maudit. Ils passeraient le reste de leur vie à payer pour leurs crimes. Et May était libre, libre de guérir. Libre de grandir, libre d'être plus que ce qui lui avait été fait. C'était la victoire, c'était la force, c'était la revanche d'un père qui aimait sa fille plus qu'il ne haïssait ses abuseurs. Et alors que Kenny éteignait les lumières et enfin, après 3 ans de cauchemars et d'hypervigilance et d'inquiétude constante, se permettait de croire que peut-être, juste peut-être, ils allaient s'en sortir, il comprit que c'était ce à quoi ressemblait l'héroïsme. Pas des confrontations dramatiques ou une justice violente. Pas des fantasmes de vengeance ou des vendettas personnels. Juste un père qui se présentait chaque jour, qui choisissait la guérison plutôt que la haine, qui transformait la tragédie de sa fille en catalyseur pour un changement systémique qui protégerait d'innombrables autres enfants. Simple, sans glamour, réel et en fin de compte, plus puissant que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais l'être. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Yeah, I got it. So it only takes a life when the whole squad gets wiped? No, when you lose all your hearts. Okay. And then dig But we right can just here. buy more lives. I think you start with 99. One. Then I got a second one.
Let's go. I'm stuck. But I do have those like retry coins, so it's not like a super huge problem. I like how you guys all stand on different ones every time. Gotta mix it up, yo. Smidge It's the stands cool on spiders. three. Oh, All right, mine's the furthest to the right. I love that one. It's my go-to. I like far left. It's pretty cool. Dude, look Was at that these tree a spiders. shop? The spiders got shades on. He's so cool. Hold on. This tree has a window. Is that a shop? There's only doors for the shops. It might just be a random window. Yo, look up for the cool spider. Nom 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 nom. A key. That's pretty cool. I got bonk. That was painful. Another key. Dude, I'll swap that one out. How many Awesome. keys do we have? I got one. We need one more for the chest down here. There's one up here if you need it. Dragon, you got that? Okay. Hey, an apple. Oh, Oh, I bubble. feel like I missed the way up. Did we land You down can here? come over. Yeah, go into the tree trunk. I dropped the bouncy. Ugh. thing. My face. Okay, it's here. It's something cute, dude. It's Dude, this freaking adorable. monkey's targeting me. It's so I'm gonna cool. beat the hell out of him. My first sab, dude. It's pretty darn cool. Also, hi, Mariah. How you doing? Butt over here, you stinker. What? They have a charge attack? What's up, dude? Dude. Dude. Look at this little fire going on. So, take a nap. Yeah, it's so snug down here, dude. Hold on. I'm gonna roleplay. Here we go. Oh. Oh, nice. Big roll. That's huge, dude. My immersion, it's so good. Thanks, Mitch. Oh, hey, what's up, dude? Guys. Hey. No, we definitely need 4 keys. There's 4 things. Try to use your keys. Yeah. Yeah, we need all 4. I mean, I've got a bunch of pots. Maybe I'll get one in the pot. There's a key right here. Or did you? Oh no, it swapped it. It swapped out my key. I dropped forgot. a key. Yeah, it swaps your key. Nom 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 nom. Okay, we should just continue. Oh, okay. Ow, Ow, my head. Ow. ow, 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 Can I exit? ow. Falling Let down. me out! You're too far to the edge. Just keep bonking your head. Dude, this map looks so good. Like the lighting. Big spot right here. I just smacked a bunny. I'm so sorry. Or Benoit. No. Monkey! Monkey. They're targeting Drop me. the key. The key. It's right here. Whew. Shay. Nom nom nom. Oh, dick. Oh, nice shot, dude. How big is your bauble wallet? I think it's 1,000.
Wait. I just bought a whip, but I don't see it anywhere. Oh, you can't see the whip if you're holding a key. The potions I thought it- stack, right? Mm-hmm. Okay, so I should just buy another one. I don't Oh, want there to. we go. Whip. Watch I out. have 250 booble. I can afford a I potion. don't have a whip. I have a boomerang. Dude, I don't have the boomerang yet. It's in World 2 Zone 1, I think. Right before the Got a whip. boss. But you can only have whip or boomerang. Nom, nom, nom. So good. What? Sky's got the smidge thing where you To never get freaking get bumped. bumped up. There's a dig spot right here. That Nom, nom, nom. turtle. Alright, now this part we need to go one at a time. Okay. Okay. Oh, bob and weave, bullet hell. Let's go. Ooh. I may not be able to play for a super long amount of time. Oh, I got Headache. smaggered. Oh, sorry, Dad. What were we saying? Well, it's just saying I've got that headache back again, so I might not be able to play for a super long amount of time. Oh, I'm sorry to hear that, dude. Yeah, it's what it is. And besides, you guys are gonna be able to keep playing. Hey, look, another key. Beep. Hoocha, hoocha, hoocha. Oh, speed boost. Oh, got bopped. Didn't even drop anything. What the heck? Look at this guy, dude. Get that guy. Dog. He dropped another key? How Oh. common are keys? Slightly common. You're gonna get it, mister. You're gonna get messed. Another key. Swap that one out. We did. Trust B dog. Oh, We're gonna go back to it. I'm just gonna hit down the thingy and we'll get the checkpoint and then go back down. okay. I get the bee dog. What's up, dude? Yes! A skull actually got booped. I didn't actually need to go up here. I'm just getting the. No. Oh, are you trying to hit that big bubble over there? Yeah. Oh. Got this. That angle. You have to have the boomerang to do this. No, I think it's either the bow or the slingshot. Oh, the bow. Alright, the bow. Oh fuck it, I'll just go the normal way. Just here. Okay. Let's go. And then going down here. We'll go. The bobble sound. Ooh. Ba-ding, ba-ding, ba-ding. You can jump those? Technique. I'm gonna grab this. Uh-oh. Nom, nom, nom. Oh, my face. I got hit by the spin for like the first time ever. Gotta clutch up.